Les petites embarcations iraniennes, elles n'ont pas encore été déployées. Vous savez, on en a déjà parlé. Ces bateaux qu'ils gardent dans des cavernes creusées sous la ligne de flottaison en Iran. Alors pourquoi ne les ont-ils pas sortis, ces petites embarcations, ces sous-marins et tout le reste? C'est très intéressant, ils les gardent en réserve. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué, ils ont une échelle d'escalade. Ils travaillent sur une théorie sans doute révisée en permanence pour décider quelle devrait être la prochaine riposte. Ravi de recevoir aujourd'hui, en ce vendredi 10 juillet, Vijay Prashad, l'un des membres fondateurs de notre émission Transition Protocol, qui connaît un vrai succès grâce à vous, notre public, partout dans le monde. Vijay a beaucoup voyagé ces derniers temps. Il a donc des informations de terrain venues des 4 coins du globe et j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Bienvenue à toi, Vijay, dans notre émission de ce vendredi 10 juillet. Transition Protocol, c'est le nom du programme. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Et si vous souhaitez recevoir notre note de sécurité hebdomadaire, que nous envoyons désormais à certains de nos abonnés payants directement dans leur boîte mail, devenez abonné payant. Nous avons fixé le tarif au minimum possible, $5, parce que Substack n'autorise pas de prix plus bas. Alors rendez-vous sur notre page Substack et devenez abonné payant. Bienvenue encore, Vijay. Dis-nous un peu ce que tu observes sur le terrain, alors que les événements autour de nous semblent, à tout moment, pouvoir nous échapper. Oui, enfin, par où commencer? Toi et moi, on a suivi de très près ce qui se passe en Iran. Et franchement, c'est une situation déroutante. Il semble que, sous l'égide du Premier ministre pakistanais et des chefs militaires, un accord ait été conclu, un protocole d'entente signé. Ensuite, M. Trump se rend en Turquie, et là, une série d'événements assez étranges se produisent. Par inadvertance, il parle de la République islamique du Japon. Il lance ensuite des accusations contre les Iraniens, affirmant que des navires américains auraient essuyé des tirs. Les preuves de tout ça sont, disons, très floues. Pour être clair, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans les eaux au large de l'Iran. Mais pour l'administration Trump, cela a suffi à constituer un casus belli, une raison de guerre, et ils sont revenus à frapper l'Iran. Et les frappes ont été vraiment catastrophiques. En Iran, les gens disent que ce n'était pas juste une attaque symbolique, c'était une offensive sérieuse, complète, malgré le fait que, vous savez, Trump répète maintenant, il y a un cessez-le-feu, il y a un cessez-le-feu. Ce qu'il ne veut pas, c'est une nouvelle riposte. L'Iran, évidemment, a condamné les frappes américaines. Il a déclaré qu'il riposterait quand il le jugerait opportun, et il a mis en garde contre d'autres attaques. Donc d'une certaine manière, les Iraniens, à mon avis, ont été extrêmement prudents dans la façon dont ils ont répondu aux États-Unis. Les États-Unis ont bombardé des ponts ferroviaires. Comme je l'ai dit, ce n'était pas une frappe au hasard dans des zones désertes d'Iran. Ils ont visé des ponts ferroviaires stratégiques. Ils ont frappé la route vers Mashhad. Tout ça se passe en plein milieu d'une période religieuse importante. Vous savez, ils ont frappé des routes qui relient le nord et le sud de l'Iran. Ce n'était pas, comme on dit chez nous, une frappe pour rien. Ce n'était pas une frappe inutile. C'était un vrai coup. Je veux dire, ils ont vraiment frappé l'Iran. Et je veux insister là-dessus. Les Iraniens, je pense, ont été assez clairs. Ils ont parlé, je cite, de crimes de guerre graves. Mais ils n'ont pas riposté tout de suite. Ils attendent, ils patientent. Et je dis qu'ils patientent parce que, vous savez, ni vous ni moi ne savons vraiment ce qu'ils ont en tête. Est-ce que c'est le moment pour l'Iran de dire « D'accord, on ne riposte pas directement, mais on ne peut pas retenir nos amis en Irak qui en ce moment même s'apprêtent à frapper des bases américaines dans le nord de l'Irak. »
Vous savez, on ne peut pas empêcher que ça arrive. Ce n'est pas sous notre contrôle. Donc, selon le droit international, l'Iran ne serait pas tenu pour responsable si un groupe en Irak, même avec une relation lointaine ou indirecte avec l'Iran, décidait de lancer des missiles. Enfin, pourquoi je parle de missiles? Il suffirait de tirer, vous savez, des roquettes portatives sur les bases américaines au Kurdistan irakien, et ce serait déjà catastrophique pour les États-Unis. Donc, il y a des moyens pour l'Iran de riposter sans s'impliquer directement. Et jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu. Parce que je pense qu'ils veulent aussi faire passer un message. Les Iraniens veulent voir émerger un nouvel ordre, pas le chaos. Le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, Mohammad Baqir Zolkadr, a d'ailleurs déclaré que si vous touchez à nos infrastructures, nous toucherons aux vôtres. Alors, quelle infrastructure des États-Unis vont-ils frapper? Ce n'est certainement pas le territoire américain. Je pense qu'on sait bien que les Iraniens n'ont pas la capacité de frapper directement le sol américain. Mais ils peuvent vraiment viser à nouveau des bases américaines. Et cette fois, je suggère que la cible pourrait être l'Irak. Mais pourquoi l'Irak? N'oubliez pas que M. Trump a en quelque sorte signé les ordres de cette attaque contre l'Iran depuis la Turquie. Vous voyez pourquoi les bases américaines en Turquie semblent-elles si éloignées de ce conflit? Vous ne le savez pas, et moi non plus. Il y a toutes sortes de gens frustrés contre les États-Unis, sans lien direct avec la direction iranienne, qui pourraient frapper une base américaine. Quand on a plus de 900 bases militaires américaines et alliées dans le monde, on se met d'abord dans une position de vulnérabilité. D'un côté, c'est une preuve de force, c'est vrai, que les États-Unis disposent d'environ 900 bases militaires, américaines, alliées, des bases conjointes et ainsi de suite. Un certain nombre se trouvent en Allemagne, en Italie, au Japon. Ce sont d'anciennes bases de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous savez, c'est un signe de puissance d'avoir toutes ces bases militaires. Oui, dans le nord du Nigeria, ils en construiront probablement une au Kenya. Il y en a une à l'aéroport d'Accra, au Ghana, et ainsi de suite. Signe de force, donc. Mais c'est aussi une faiblesse. Vous voyez, c'est comme si vos doigts étaient coincés là, et que de l'autre côté de la porte, quelqu'un pouvait venir les écraser. Voilà votre vulnérabilité. Et l'Iran n'a même pas besoin d'ordonner une attaque. Si les gens se mettent vraiment en colère à cause du génocide contre les Palestiniens, des attaques contre l'Iran, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans ton esprit, Vijay, est-ce qu'il existe une issue à ce conflit qui n'en finit pas? Ou bien, comme certains invités de cette émission l'ont suggéré, est-ce que les États-Unis ont intérêt à laisser ce conflit durer, à le maintenir sous tension, simplement pour affaiblir l'Iran, pour s'assurer que l'Iran ne puisse jamais atteindre tout son potentiel? Oui, enfin, dire affaiblir l'Iran, c'est une drôle de formule, surtout à un moment où l'Iran a réussi à déjouer les États-Unis sur le plan stratégique. C'est un peu étrange, parce que qu'est-ce que ça veut dire affaiblir l'Iran? Ce n'est pas comme si l'Iran n'était pas capable d'agir, par exemple, dans ce cas précis. Certes, il n'a pas fait monter la tension, mais il a tout de suite frappé Bahreïn et le Koweït. Donc, est-ce que vous voulez dire que les États-Unis cherchent à priver l'Iran de sa capacité à riposter aussi rapidement? D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure que l'Iran se réservait le droit de riposter, je voulais dire qu'il pourrait aller au-delà des 85 frappes que les États-Unis ont menées sur le sol iranien. Je veux dire, ils ont réagi tout de suite, mais c'était des frappes réciproques. C'était pas vraiment des représailles. Je ne considère pas les attaques contre Bahreïn et le Koweït comme des représailles, mais comme des frappes en retour. Tu me donnes une gifle, je t'en rends une, d'accord, on se serre la main, c'est fini. Mais si tu me gifles et que je t'en rends deux,
là pour moi ce sont des représailles. Et ça n'a pas eu lieu. Par exemple, cette fois-ci, ils ne se sont pas attaqués à Israël. Ils sont restés silencieux vis-à-vis d'Israël. C'est intéressant. Tu vois, frapper une cible américaine au Koweït, qu'ils avaient déjà pratiquement détruite avant Israël, c'est pas vraiment une grande opération de la part des Iraniens. Ils peuvent faire bien plus que ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire affaiblir ou détruire la puissance de l'Iran? Je veux dire, l'Iran n'a pas frappé les États-Unis à une force supérieure. Il les a frappés grâce à sa géographie et à son renseignement. Et c'est très difficile d'enlever la géographie à l'Iran. Vous voyez, ce serait un peu comme si les États-Unis décidaient que le détroit d'Ormuz, comme le canal de Panama, allait devenir un territoire américain. Donc, les États-Unis envahiraient une petite bande de terre à Oman et une autre sur le sol iranien. Ils la barricaderaient et diraient « c'est notre territoire ». Le détroit d'Ormuz est un territoire américain, au même titre que le canal de Panama. Franchement, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas qu'aucun soldat américain ait envie de poser le pied sur le sol iranien. Je ne crois pas qu'il soit très enthousiaste à cette idée. Alors, une façon d'affaiblir l'Iran, ce serait de lui retirer son atout géographique stratégique, c'est-à-dire en pratique le détroit d'Ormuz. Mais ça, c'est impossible. Comment voulez-vous priver l'Iran de son renseignement, de sa propre capacité à mener une guerre comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs? Vous savez, j'ai été très frappé en observant les éléments de l'architecture défensive iranienne. En réalité, ils n'ont pas vraiment la capacité d'empêcher les États-Unis de bombarder les lignes de chemin de fer et tout le reste. C'est très difficile pour un pays comme l'Iran de disposer de systèmes de défense solaire capables d'empêcher les États-Unis d'atteindre les infrastructures iraniennes. Ils n'ont tout simplement pas ce genre de moyens. En revanche, ils ont du renseignement, ce qui veut dire qu'ils sont capables de réfléchir à ce qui va faire mal aux Américains et à ce qui va les mettre dans l'embarras. Et ça, c'est le deuxième point essentiel. Quand on mène une guerre, on pense aussi à la psychologie de l'adversaire. Il ne s'agit pas seulement de le vaincre. C'est une idée un peu archaïque, ou peut-être même jamais vraiment valable, de la guerre. On ne cherche pas forcément la défaite de l'autre. On n'est pas au IIIe siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, à une époque où deux grandes armées s'affrontaient simplement jusqu'à ce que l'une des deux survive au massacre. Ce n'est plus comme ça qu'on fait la guerre aujourd'hui. Les guerres se jouent aussi sur le terrain de la communication. Si vous pouvez montrer que vous tenez encore debout, ou dans le cas d'un petit pays, prouver que la vague d'attaque n'a pas détruit l'État, que l'État continue de fonctionner, et ainsi de suite, c'est déjà une victoire symbolique. Donc je pense que si les États-Unis veulent détruire ou affaiblir les services de renseignement iraniens, ça va être très difficile. Les Iraniens ont joué tout ce scénario avec beaucoup d'intelligence. Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué depuis le début. Dès le départ, je me suis demandé où sont les petites embarcations iraniennes. Ils ne les ont pas encore déployées. Tu sais, on en a déjà parlé. Les bateaux qu'ils gardent dans ces cavernes rocheuses, sous la ligne de flottaison, en Iran. Pourquoi ils n'ont pas déployé ces petits navires, ces sous-marins et tout le reste? C'est très intéressant. Ils les gardent en réserve. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué, ils ont une échelle d'escalade. Ils travaillent sur une théorie, sans doute révisée en permanence, pour décider quelle devrait être la prochaine riposte. Si tu peux riposter en frappant le Koweït, les sites radars, et ainsi de suite, continue à les frapper. Ne t'embarrasse pas à sortir tout de suite la prochaine série d'armes. Garde-les sous contrôle encore un moment. Donc les États-Unis ne peuvent, au fond, que tenter de détruire l'avantage géographique de l'Iran, ainsi que son avantage en matière de renseignement.
Jusqu'à présent, bien sûr, comme vous pouvez le comprendre, on peut continuer à bombarder des ponts ferroviaires, des ponts routiers et tout le reste, mais on ne peut pas leur enlever leur avantage géographique. On ne peut pas non plus leur enlever leur intelligence. Ils ont vraiment réfléchi à tout ça. Je veux dire, on peut éliminer autant de dirigeants qu'on veut, mais on dirait qu'ils ont développé la capacité de résister à plusieurs niveaux de ce qui est en réalité des assassinats et d'en sortir debout. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc oui, quand je regarde la situation, je me dis que je ne comprends pas comment les États-Unis pensent vraiment pouvoir affaiblir l'Iran, si affaiblir veut dire lui retirer ses deux atouts, la géographie et la stratégie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et plusieurs invités sur notre chaîne ont dit exactement la même chose. L'histoire est en train de nous donner raison au fur et à mesure que les événements se déroulent. D'ailleurs, hier sur notre chaîne, nous avions Pepe Escobar et Larry, et nous avons parlé de certaines informations confidentielles que j'ai pu partager avec eux. Le bureau du guide suprême envisage très sérieusement, et ils l'ont déjà annoncé par le passé, que leur prochaine étape pourrait être de déclarer qu'ils ne font plus partie du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Donc ils ont encore beaucoup de cartes en main. Et d'après les informations que j'ai reçues ce matin, heure de Californie, donc la nuit à Islamabad, les États-Unis ont maintenant entrepris des démarches sérieuses pour revenir à la table des négociations. On l'a d'ailleurs rapporté hier aussi. Et vous, qui avez voyagé un peu partout dans le monde, qui avez parlé aux bonnes personnes, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, regardez, l'Iran n'a pas besoin de se retirer du TNP. L'Iran a toujours géré ses traités et ses obligations internationales avec beaucoup de prudence. Si je devais leur donner un conseil, je leur dirais de ne pas quitter le TNP. Ils n'y gagneraient rien. Quel serait l'intérêt? Il n'y a aucun avantage stratégique à se retirer du TNP. Le TNP n'est pas une contrainte pour l'Iran. L'Iran n'a pas l'intention de fabriquer une arme nucléaire. Alors pourquoi se retirer du TNP? L'Iran n'a pas ce projet. Donc pourquoi annoncer qu'on va tester des armes nucléaires ou qu'on va importer du matériel de Corée du Nord ou d'ailleurs? Pourquoi tu t'embêterais avec ça? Tu restes sur le principe. À mon avis, ça a vraiment beaucoup aidé l'Iran. Regarde, 2 millions de personnes sont sorties pour commémorer le martyre du grand ayatollah Ali Khamenei. 2 millions de personnes venues célébrer sa vie. C'était incroyable. Une immense célébration à Téhéran, à Qom et dans d'autres villes. Je ne pense pas qu'aucun dirigeant occidental puisse espérer des funérailles avec ne serait-ce que 10% de 2 millions. D'accord? Et la plupart des dirigeants occidentaux ne savent même pas ce que représente 10% de 2 millions, parce qu'ils dormaient pendant les cours de maths. Alors que les dirigeants iraniens, eux, étaient bien réveillés, parce que beaucoup d'entre eux sont physiciens, entre autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Iraniens ont vraiment bien réfléchi à tout ça. Et je leur dirais, écoutez, la seule raison de quitter le TNP, c'est pour envoyer un message au monde en disant « Eh bien, nous allons maintenant chercher à obtenir l'arme nucléaire. » Mais pourquoi faire ça alors que vous avez un immense avantage moral sur les États-Unis? Vous l'avez répété à plusieurs reprises, même dans le protocole d'accord, vous n'êtes pas intéressé par l'arme nucléaire. Vous êtes prêt à négocier. Alors pourquoi abandonner cet avantage moral? Vous n'y gagnez rien, à moins que vous ne comptiez vraiment tester une bombe nucléaire demain. Donc si vous allez tester une bombe nucléaire demain, je dirais aux Iraniens, testez-la, puis retirez-vous du TNP après. Il n'y a aucune raison de se retirer avant. Pourquoi montrer vos cartes? Tu sais, tu continues à dire, sur un ton moral, qu'on est attaqué sans aucune raison.
Et tu as montré clairement que le gouvernement américain peut envoyer un avion de chasse à 100 millions de dollars, piloté par un pilote qui coûte lui aussi une fortune. En face, vous ripostez avec des drones qui franchement ne coûtent presque rien. Ce sont des drones suicides, des engins sans pilote de différents types. C'est fou quand on y pense. Même les missiles balistiques que les Iraniens ont tirés sur la base navale de Bahreïn ou sur la base aérienne du Koweït, ce sont des missiles bon marché. Ils ne valent pas 100 millions de dollars pièce. Et pourtant, vous arrivez encore à les repousser avec des armes conventionnelles. Si vous voulez construire un parapluie nucléaire, je dirais, construisez-le avant d'en parler publiquement. Je veux dire par là que je dirais aux Iraniens, prenez exemple sur les Indiens et les Pakistanais. Leurs essais nucléaires ont été faits en secret. L'Inde n'a jamais adhéré au TNP, le traité de non-prolifération. Le Pakistan non plus. Ils ont simplement mené leurs essais nucléaires et ont dit tant pis pour vous. Et franchement, c'était stupide de la part de l'Inde et du Pakistan de faire des essais nucléaires l'un contre l'autre. C'est absurde, parce qu'on devrait, comme on l'a déjà dit, être en train de discuter. L'Inde et le Pakistan devraient se parler, pas construire un immense arsenal nucléaire. Et pour être honnête, je doute vraiment que l'Iran soit intéressé par un bouclier nucléaire. S'ils avaient vraiment voulu le faire, ils l'auraient construit il y a des années. Tu sais, à l'époque où ça aurait pu leur être utile, juste après la destruction de la Libye en 2011. Je suis sûr que dans les cercles les plus fermés des hauts responsables iraniens, je ne le sais pas avec certitude, je n'ai jamais pu l'entendre directement de qui que ce soit, mais je suis convaincu que dans les discussions les plus secrètes, la plus haute direction en Iran a dû dire « Regardez ce qu'ils ont fait à la Libye, regardez la Corée du Nord, peut-être qu'on devrait aller vers l'arme nucléaire. » Et d'autres ont répondu, y compris le grand ayatollah Ali Khamenei, qui à de nombreuses reprises s'est exprimé publiquement en disant « Nous ne voulons pas d'armes de destruction massive, cela va à l'encontre de notre conception de l'humanité. » Ça va à l'encontre des enseignements de l'islam, et ainsi de suite. Je veux dire, il l'a répété à de nombreuses reprises. Je doute vraiment qu'il quitte le TNP. Je leur conseillerais de ne pas quitter le TNP. Je leur dirais, écoutez, si vous êtes vraiment intéressés par un bouclier nucléaire, faites comme les Nord-Coréens, surprenez tout le monde avec un essai, et là la guerre prendra fin. Vous voyez, si vous voulez suivre cette voie, je ne pense pas qu'ils veuillent aller dans cette direction. Leur chemin est en fait bien plus risqué, d'une certaine manière, parce qu'ils vont continuer à subir ce genre d'attaque sur leur territoire. C'est une voie beaucoup plus risquée, mais ils essayent d'une certaine manière de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité en Asie de l'Ouest. Et cette architecture pourrait au final s'avérer plus durable que celle du nord-est de l'Asie. Dans le nord-est de l'Asie, le Japon, la Corée du Sud et d'autres encore continuent de vouloir que la Corée du Nord renonce à son bouclier nucléaire, qu'elle se rende en quelque sorte. Ils continuent de le vouloir. Mais en Asie de l'Ouest, je pense que les États arabes du Golfe, après avoir encaissé de sérieux revers à plusieurs reprises, commencent à comprendre ce que les Saoudiens avaient déjà compris plus tôt, à savoir, tu sais quoi, il faut qu'on se réconcilie avec l'Iran. Si on veut du développement, il faut un nouveau paysage stratégique. Et ce paysage-là ne peut pas inclure les États-Unis. J'ai le sentiment que les Iraniens suivent une voie différente de celle des Nord-Coréens. Ils avancent sur un chemin où ils estiment avoir déjà l'avantage. Et s'ils patientent face aux États-Unis, ces derniers finiront par comprendre qu'ils ont très peu de moyens pour étouffer les ambitions de l'Iran. Et les États-Unis ne pourront pas, indéfiniment, rallier les États arabes du Golfe à leur cause. Contrairement aux Européens, je pense que les pays proches de ces États du Golfe, cela inclut bien sûr l'Arabie saoudite, l'Irak,
et sans doute dans une certaine mesure la Syrie, ces pays-là, j'en suis presque certain, ont une vision totalement opposée à celle des Européens, qui eux pensent que la Russie peut être vaincue en Ukraine. Je ne pense pas que les États arabes du Golfe se fassent des illusions sur la possibilité d'écraser militairement l'Iran. Je crois qu'ils comprennent très bien que si l'Iran devait être écrasé, eux aussi le seraient. Disons-le comme ça, et je terminerai là-dessus. Prenez le Qatar. Il y a de nombreuses années, le Qatar n'était qu'un simple exportateur d'énergie brute, autrement dit de pétrole et de gaz naturel. Mais le pays s'est industrialisé au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, le Qatar a la capacité industrielle de produire des engrais qu'il exporte avec une forte valeur ajoutée dans sa chaîne de production, et ainsi de suite. C'est désormais un grand exportateur de produits industriels finis. Les Iraniens n'ont pas encore bombardé le secteur industriel du Qatar. Ils pourraient le faire disparaître. Et là, le Qatar reviendrait à, je ne sais pas, exporter des dattes, du lait de chamel et quoi d'autre. Aucune idée. Donc je pense que les États arabes du Golfe ont bien compris que si l'Iran devait être réduit en ruine, eux aussi le seraient. Et c'est un risque qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Ils l'ont compris bien plus vite que les Allemands, les Polonais et d'autres, qui croient encore, de façon totalement absurde, que la Russie peut être vaincue sur les champs de bataille en Ukraine et qu'ils seront en sécurité. Ils ne comprennent pas que s'ils poussent la Russie trop loin, on pourra dire adieu à Varsovie et à Berlin. Excellente analyse, Vijay. Je soutiens ça complètement, sans aucune réserve. Et tous ceux qui sont des invités réguliers de cette émission soutiennent exactement tout ce que tu viens de dire. C'est pour cette raison que nous avons été surpris de voir que les États-Unis avaient, d'une manière ou d'une autre, obtenu qu'un navire saoudien et un navire qatari enfreignent les règles fixées par l'Iran et qu'ils brisent le régime du détroit d'Ormuz en traversant la zone minée du détroit. Il semble à présent que tout cela touche à sa fin. Ce conflit est en train de se terminer. D'après ce que je sais ce matin, heure locale pour moi, donc la nuit à Islamabad, les États-Unis faisaient un effort très sérieux pour relancer leurs négociations. Et on m'a indiqué que cela devrait se produire au cours de la semaine à venir. Si ça se produit et qu'ils reviennent à la table des négociations, même si Trump fait tout un vacarme ridicule, alors qu'il ne comprend même pas de quoi il parle, selon vous, quel est le but final ici? Vous pensez que le Pakistan pourrait à nouveau jouer un rôle important pour rapprocher les deux parties, comme c'était le cas avant que tout ça n'arrive. Les discussions devaient commencer le 11, donc demain, et tout était prêt pour que ça se fasse. Puis cette escalade a eu lieu, et on dirait qu'elle est en train de retomber, comme on s'y attendait tous. Alors, à long terme, selon vous, quel avenir attend cette région? Eh bien, d'abord, je veux dire que le Premier ministre Shahbaz Sharif, lui, n'est pas allé aux funérailles d'Ali Khamenei. En revanche, le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Ishaq Dar y était. Le chef d'état-major de l'armée aussi et d'autres encore. Donc des personnalités de tout premier plan se sont rendues aux funérailles à Mashhad. Mais après la cérémonie, le Premier ministre Sharif a eu un long entretien téléphonique avec Massoud Pezeshkian. Il a parlé avec le Premier ministre iranien de la nécessité, comme il l'a dit, de préserver les acquis durement obtenus de la paix. Ces acquis durement obtenus de la paix. Autrement dit, tout le chemin qu'il a dû parcourir, les allers-retours qu'il a fait, le Premier ministre Sharif, c'est un peu comme un nikah. Vous voyez, on passe d'une pièce à l'autre. C'est un peu comme un mariage musulman, vous voyez, avec des musulmans. Monsieur Sharif qui transporte le nikah nama d'un côté à l'autre en demandant
Est-ce que vous acceptez? Oui, oui, oui. Excellente analyse, oui. Finalement, on dit « oui, oui, on accepte » et le mariage est conclu. Alors que se passe-t-il si peu après le mariage, les deux parties reviennent en disant « Attendez une minute, on veut renégocier notre traité et notre accord ». Eh bien, désolé, mais l'accord est plutôt bon parce que nous ne voyons pas, le monde ne voit pas la violation que M. Trump a vue. D'une certaine manière, et je le dis avec prudence, je dirais que M. Trump a fait ce geste lors du sommet de l'OTAN parce qu'il a à ce moment-là lié les mains des membres de l'Alliance. Il n'y avait plus de place pour un autre débat ou une autre discussion. En gros, il a pris le contrôle du sommet en se pointant là-bas, en lançant cette affaire et en mettant tout ça entre les mains d'Erdogan. Et encore une fois, je veux dire qu'on a besoin de mieux comprendre le rôle que joue M. Erdogan dans tout ça. Parce que vous savez, M. Erdogan a une manière très particulière de faire de la politique. D'un côté, il continue de courtiser le rôle de la Turquie au sein de ce qu'on appelle l'Europe, soi-disant Europe, parce que l'Europe ne cesse de rejeter la Turquie. On ne lui accorde pas l'adhésion, et ainsi de suite. Mais la Turquie, elle, est membre de l'OTAN. C'est quand même important. Il y a eu un sommet de l'OTAN en Turquie, et tout ce qui s'en est suivi. Il cherche à séduire les Européens et les Américains, tout en jouant en même temps un autre jeu avec le reste de l'Asie. Vous savez, la Turquie, bien sûr, est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Oui, la majeure partie de la Turquie se trouve en Asie. Mais M. Erdogan, lui, joue vraiment sur les deux tableaux au fil du temps. Un jour, c'est un dirigeant asiatique, il est aux côtés des Pakistanais, des peuples d'Asie centrale, des Iraniens, et le lendemain, il est là avec Trump et d'autres, à fréquenter les mêmes cercles. Et je pense que quelqu'un devrait lui poser la question, « Monsieur Erdogan, est-ce que vous vous voyez vraiment comme un facilitateur de l'OTAN? Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont l'OTAN fonctionne et agit? Parce que même si l'OTAN ne fait pas partie de ce conflit contre l'Iran, elle l'a en gros approuvé. Aucun membre de l'OTAN n'est sorti pour dire que c'était une absurdité. Peut-être quelques reniflements par-ci par-là, du côté de Pedro Sánchez, en Espagne. Vous savez, il a fait un peu de bruit à propos du génocide contre les Palestiniens, et aussi de temps en temps sur les excès commis contre les Iraniens. Mais au fond, il n'y a pas vraiment de rupture dans le consensus. Et le nouveau Premier ministre britannique, celui qui va arriver, eh bien, il a été désigné d'en haut, Andy Burnham. Lui aussi a fait quelques commentaires sur le génocide des Palestiniens, mais des remarques très timides. Mais quand il s'agit des guerres menées réellement par les États-Unis, comme dans le cas de l'Iran, là, ils ne rompent pas les rangs. Je ne vois pas Andy Burnham dire que tout ça, c'est un énorme gaspillage d'argent. Non. Sur ces sujets-là, ils restent tous alignés. Je pense qu'Erdogan a vraiment joué un rôle très négatif dans cette affaire. On aurait pu s'attendre à ce qu'il dise en plein sommet de l'OTAN que tout ça entraîne l'alliance dans un conflit dont on n'a pas besoin. L'Iran n'a pas besoin d'un conflit avec son voisin. Et, pardon, la Turquie non plus n'a pas besoin d'un conflit avec son voisin. La Turquie et l'Iran sont voisins, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'il leur faut, c'est plus de coopération. Et je me demande, en fait, je me le demande depuis le premier jour où le soi-disant protocole d'accord a été violé, si ce n'était pas un acte assez délibéré de la part de Trump de le faire pendant le sommet de l'OTAN en Turquie, histoire d'embarrasser tout le monde et de les pousser un peu plus à se rallier aux États-Unis. Vijay, d'après les informations que j'ai aujourd'hui, M. Erdogan a été extrêmement actif au téléphone avec la direction du Pakistan, avec Shehbaz Sharif. Et comme tout le monde le sait, toi en particulier, le Pakistan n'est pas vraiment dirigé par Shehbaz Sharif, mais par le maréchal sur le terrain avec lui. D'après nos sources, M. Shehbaz et le maréchal ont été en contact direct avec leurs homologues en Iran
Et ils se sont montrés très actifs pour essayer, encore une fois, de remettre tout ça sur pied, de relancer ces discussions, de rassembler ces partis. Le calendrier qu'on m'a communiqué, c'est que d'ici la semaine prochaine, vers mercredi ou jeudi, ils devraient être de nouveau réunis. Ma question pour toi, avec ta grande connaissance de la région, et puisque tu en es originaire comme moi, est-ce que tu vois, comme je le soupçonne, que c'est peut-être la phase finale pour Trump, pour les États-Unis, pour les Européens, et qu'au bout du compte, l'Iran va retrouver la place qui lui revient, celle d'un acteur dominant? Oui, vous savez, franchement, l'Iran était le pays le plus important de cette région à l'époque moderne. Je veux dire, au XVIIe siècle, l'Empire safavide occupait une place centrale, à la fois militaire, politique et culturelle. Et si Nadir Shah n'avait pas mené cette invasion malheureuse de l'Inde avec le vol du trône du Paon et tout le reste, on n'aurait peut-être pas une vision aussi peu flatteuse de l'Iran quand on étudie l'histoire. Parce que vous voyez, tous nos manuels insistent sur cette invasion qui en réalité était une expédition de pillage totalement inutile. Mais nous avons grandi tous avec cette idée du rôle de l'Iran dans notre région, un acteur culturel, politique et militaire majeur, un rôle vraiment essentiel qu'il a joué. Je veux dire, nos langues, la vôtre et la mienne, profitent toutes deux de la richesse du vocabulaire iranien, de la structure grammaticale iranienne, et ainsi de suite. Et cela s'étend aussi au monde arabe. Ce n'est pas seulement vers l'Est, c'est aussi vers l'Ouest. L'Iran joue un rôle très important. Vous savez, les débats et les discussions autour de l'islam en Iran ont une influence au-delà de l'Iran, au-delà du farsi, jusque dans l'arabe, dans nos langues, et même jusqu'en Indonésie. Donc il faut bien comprendre que l'Iran a été réprimé à partir des années 1920. Dès que le pétrole a été découvert, l'Occident a commencé à étouffer l'Iran. Et quand l'Iran a essayé de se redresser en 1953, sous Mohammad Mossadegh, il a été renversé par un coup d'État. Quand l'Iran a voulu se relever avec la révolution iranienne de 1978, qui est devenue un régime islamique en 1979, à partir de là, l'Occident a cherché à le renverser. D'abord en poussant Saddam Hussein à envahir le pays en 1980, et ainsi de suite. Donc l'Iran a joué un rôle historique, un peu comme la Chine a eu le sien. Mais l'Iran a été réprimé, essentiellement à cause de la découverte du pétrole. C'est ça le point clé. L'Occident a cherché à étouffer l'Iran pendant tout le XXe siècle à cause du pétrole. C'était la raison. Et on en voit encore un peu les effets aujourd'hui, avec l'immense richesse pétrolière de l'Iran. Mais il y a aussi autre chose. Les États-Unis ne veulent plus voir l'Iran s'affirmer à cause de certaines divergences idéologiques. Vous savez, les États-Unis aimeraient que des pays comme l'Iran soient, en gros, subordonnés aux États-Unis. C'est une différence idéologique qui n'a rien à voir avec le pétrole. Ils voudraient simplement voir l'Iran obéir et l'Iran refuse de se soumettre. Et ça, c'est un problème pour Washington. L'Iran offre une alternative au peuple. Il montre qu'on peut défendre sa souveraineté. Encore une fois, peu importe ce qu'on pense du gouvernement iranien. Et je dois dire que, quand on voyage dans différents pays, on rencontre des gens et on leur demande « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'Iran ?» Et tout le monde, peu importe son affiliation politique ou ses convictions religieuses, dit que c'est incroyable de voir l'Iran tenir tête aux États-Unis. C'est une position politique que l'Iran a choisie, résister à l'intimidation des puissances étrangères. Et ça, c'est impressionnant. C'est justement cela que les États-Unis cherchent maintenant à étouffer, parce que ce genre d'attitude peut devenir très contagieuse. Donc oui, si les États-Unis n'acceptent pas l'idée que l'Iran ne sera pas vaincu, que le gouvernement iranien en place, le régime islamique et tout ce qui l'accompagne ne sera pas renversé, si Washington n'accepte pas cela,
alors là, on a un vrai problème. You have a major problem for US power because not only Pour la puissance américaine, c'est parce qu'une civilisation plus ancienne est revenue sur la scène en disant « Écoutez, nous avons des liens, des attaches dans toute la région. Ils sont importants et nous voulons les renouveler. Mais nous voulons le faire dans la dignité, pas dans la subordination. » Vous voyez, il n'est pas nécessaire de construire un axe de résistance. En d'autres termes, on peut maintenant bâtir une unité tournée vers le développement. C'est une base complètement différente. L'Iran n'a plus besoin d'exporter des missiles au Hezbollah, par exemple. Mais pourquoi l'Iran ne pourrait-il pas plutôt exporter son savoir-faire pour construire des ponts au Liban, des écoles et ainsi de suite? C'est un autre modèle. Et ça, c'est une véritable menace pour les États-Unis. Donc ce que je dirais, c'est que si l'Iran... Oui, Internet a bugué une seconde. OK. Désolé. Non, je voulais juste conclure sur ce point. Si l'Iran est autorisé à se tenir debout, pour ainsi dire, il offrirait au peuple de la région une autre base à partir de laquelle imaginer leur développement, et ainsi de suite. Et ça, c'est inacceptable pour les États-Unis. Ce qui est inacceptable dans l'indépendance de l'Iran, ce n'est pas vraiment une question militaire, ni religieuse ou culturelle. C'est aussi le fait que l'Iran pourrait devenir, non pas un axe de résistance, mais une communauté tournée vers le développement. Il pourrait offrir une alternative. L'Iran est un partenaire très important dans l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Ce sont précisément ce genre de coopération, de projets communs, que les États-Unis ne veulent pas voir se développer. Ils préfèrent que ces pays restent subordonnés à la puissance occidentale plutôt que de les voir se tenir debout par eux-mêmes. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, que l'Occident redoute bien plus que, disons, l'Iran avec la bombe nucléaire et tout le reste. La bombe nucléaire, c'est le bouclier qui permettrait à l'Iran de mener sa propre politique. Je ne crois pas que les Iraniens aient la moindre intention d'utiliser une arme pareille contre qui que ce soit, et on sait très bien que c'est même pas dans leur plan. Donc le vrai sujet, ce n'est pas la bombe nucléaire. C'est la question de l'indépendance de l'Iran. En d'autres termes, le coup d'État de 1953 contre Mohammad Mossadegh n'a jamais été pardonné. Les États-Unis veulent, d'une certaine manière, répéter le coup de 1953. Ils ne pardonneront jamais à l'Iran. D'une part, Mossadegh, le président indépendant du pays entre 1951 et 1953. Ils ne pardonneront pas non plus la révolution iranienne de 1978-79. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une punition pour tout ça. Ça n'a rien à voir avec la politique nucléaire. Mais Vijay, tu ne penses pas comme moi, ma position et celle des autres membres fondateurs de notre chaîne, que la volonté des États-Unis ne peut plus être imposée à l'Iran aujourd'hui. Peut-être qu'elle l'a été pendant 40 ou 50 ans, mais le moment est venu pour l'Iran de s'en être débarrassé. Et ce sera un moment décisif. En fait, c'est plus qu'un moment décisif. Je veux dire, je pense que les historiens, dans 50 ans, voire dans 100 ans, regarderont en arrière et diront que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu l'inutilité de l'exercice de la puissance militaire américaine. Que cette puissance, aussi forte soit-elle dans sa capacité de destruction, est devenue beaucoup moins utile sur le plan stratégique. Sa capacité stratégique a chuté de façon spectaculaire. Alors, qu'est-ce que les États-Unis peuvent vraiment obtenir sur le plan stratégique en frappant l'Iran? Pas grand-chose. Ils ne peuvent pas renverser l'État, ni le détruire. L'État tient toujours. Ils ont détruit l'État en Libye, un État bien plus faible que celui de l'Iran. Mais oui, ils ont bel et bien détruit l'État libyen. Il n'a pas réussi à faire ça en Iran. Il n'a pas réussi à terroriser le gouvernement iranien
au point de le faire capituler, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, un historien, dans 50 ans, dans 100 ans, dira « Eh bien, vous savez, ces gens de transition protocole, ils n'avaient pas tort quand ils disaient que c'était un moment décisif. » Et ce moment décisif, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un moment où l'Iran aurait infligé une défaite militaire aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui se passe. L'Iran n'a pas vaincu les États-Unis sur le plan militaire. L'Iran a vaincu les États-Unis sur le plan stratégique. Il a montré que la puissance militaire américaine, aussi redoutable soit-elle, ne suffit pas à atteindre des objectifs stratégiques. L'Iran a prouvé qu'il pouvait imposer une stratégie malgré la force moyenne. Les États-Unis bombardent des ponts ferroviaires, des ponts routiers, des centrales électriques, et ainsi de suite. Mais les Iraniens, eux, attendent. Ils ne font rien de comparable. Ils n'ont pas détruit d'infrastructures civiles dans de larges zones des États arabes du Golfe. Ils ont choisi la précision. Ils ont visé les bases militaires américaines, à la fois à Bahreïn et au Koweït. C'est une frappe précise sur des cibles militaires. Ils n'ont pas touché de cibles civiles. C'est intéressant. Ça leur permet de garder une position morale élevée. Très intéressant et important dans une guerre stratégique. Ensuite, ça montre aux États-Unis que leur infrastructure militaire peut être frappée durement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont détruit des radars, entre autres. Ça complique la capacité des États-Unis à mener une attaque féroce contre l'Iran. Donc, encore une fois, il faut être précis. C'est vrai. Les Iraniens ont montré, dans ce conflit, que les États-Unis ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs stratégiques en utilisant leur puissance militaire, aussi féroce soit-elle. Ce n'est pas une défaite militaire infligée aux États-Unis. C'est une défaite stratégique. Et d'ailleurs, les défaites stratégiques sont bien plus durables que les défaites militaires. Une défaite militaire, on peut toujours reconstruire son armée. Vous savez, on peut rentrer chez soi. Les États-Unis sont loin, l'Iran ne peut pas frapper le territoire américain. Vous fabriquez tout un tas de nouvelles armes, encore plus folles, vous revenez et vous les bombardez à nouveau. C'est possible. Mais une défaite stratégique, elle, dure beaucoup plus longtemps. Alors, qu'est-ce que les États-Unis feront la prochaine fois? Ils vont bombarder les ponts encore une fois? Mais dans ce cas, l'Iran répliquera en fermant le détroit d'Ormuz. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On va envoyer des pétroliers avec une double coque? Des pétroliers à double coque, vraiment? Les prix du pétrole resteront élevés, c'est sûr. Les pétroliers, eux, sont à simple coque. Et s'ils sont à simple coque, c'est parce qu'ils sont plus légers et que ça coûte moins cher de transporter le pétrole sur de longues distances. Mais si vous avez un pétrolier à simple coque, qu'il est touché par un drone sans pilote et que ça provoque ne serait-ce qu'une fissure dans la coque, là vous avez un vrai problème. En fait, moi je frapperais le pétrolier au-dessus de la ligne de flottaison, juste pour lui envoyer un message. Regardez ce qu'on peut faire. Notre drone vous a touché au-dessus de la ligne de flottaison et a provoqué une fissure dans la coque. Si on vous frappe en dessous, là vous fuirez dans le détroit. Et ça c'est un vrai problème. Tout le monde va être furieux. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doubler la coque de vos pétroliers, faire grimper le prix du pétrole 5 ou 6 fois plus haut. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc la victoire stratégique, elle, reste durable. Une victoire militaire, elle, peut toujours être renversée. Absolument. Tu as tout à fait raison, Vijay. Vraiment, tu as raison. Dernière question avant de te laisser partir. Tu ne penses pas que les États-Unis ont déjà tiré cette leçon au Vietnam? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont vraiment accompli là-bas? Même stratégie, même défaite. Oui, enfin, oublions le Vietnam.
c'est vous qui en parlez. Allons voir beaucoup plus près, avec deux exemples, deux pays voisins. Prenons d'abord le cas de l'Irak. Les États-Unis lancent une guerre illégale en Irak en 2003, la fameuse stratégie de choc et effroi. Ils bombardent Bagdad, détruisent les réseaux électriques, détruisent à peu près tout. Ils entrent, occupent le pays, créent la zone verte, installent leur propre vice-roi à Bagdad. Et ensuite, ils forment un gouvernement irakien parce qu'ils y sont contraints. Et ce gouvernement irakien déclare « Nous refusons d'accorder l'immunité à vos troupes ». Alors les États-Unis doivent baisser la tête et se retirer d'Irak. Où est la victoire dans tout ça? Et au final, le gouvernement irakien devient complètement pro-iranien. Une grande victoire stratégique pour l'Iran, rien pour les États-Unis. De l'autre côté de la frontière iranienne, les États-Unis interviennent, après 2001, commencent à bombarder un peu partout en Afghanistan, tuent beaucoup d'Afghans. On n'a toujours pas de chiffres précis. Ils ne détruisent pas vraiment des villes, mais plutôt des villages, même si Kaboul est devenue une ville complètement militarisée. Ils installent en gros un gouvernement de façade. D'abord, Hamid Karzai reste en place pendant des années. Puis Karzai devient un grand critique du pouvoir américain. Oui. Ensuite, on met un deuxième type, en gros, un homme de la Banque mondiale. Il reste là, il ne sert à rien. Et puis les talibans reviennent et les États-Unis doivent se retirer. Alors, où sont les gains? Il n'y en a pas. L'un des aspects du mot hubris, c'est que la hubris, c'est l'incapacité d'apprendre. C'est ça le fait de ne pas apprendre. Mais c'est pas seulement de la hubris, Zulfikar. C'est ça qu'il faut comprendre. Les États-Unis sont coincés. Ils n'ont plus vraiment d'options. Ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre leurs élites d'investir dans le pays. Les principaux nouveaux investissements, ce qu'on appelle les investissements de type Greenfield, se font dans les centres de données pour l'intelligence artificielle. Et ça, ce n'est pas suffisant. On ne construit plus grand-chose aux États-Unis, tu vois. Peut-être des armements, et encore. Quelques produits de haute technologie, mais pas de vraie production industrielle. La part de l'industrie manufacturière a chuté de façon spectaculaire. Au Royaume-Uni, d'où je te parle en ce moment, l'industrie représente environ 8% du PIB. C'est extrêmement faible. Et même avec l'arrivée d'Andy Burnham, il ne pourra pas la faire remonter, même pas à 9%. J'en doute vraiment. Donc oui, ils ont un problème. Ils essayent d'utiliser la force militaire pour forcer tous ces pays à se soumettre. Mais ça ne marche pas. Et même s'ils vont continuer à échouer, ils vont continuer à le faire. Ils se préparent à nouveau contre la Chine. Ils sont fous, ils veulent faire la guerre à la Chine, ils ont perdu la tête. Eh bien oui, ils ont perdu la tête. Ils sont désespérés à l'idée de garder leur pouvoir. Ils ne veulent pas vivre dans un monde démocratique, un monde d'égal à égal. Ils veulent être les seuls à dicter les règles de la vie humaine. Désolé, mais ce temps-là est révolu. On vit dans un autre monde. Ils refusent de l'accepter, mais le monde, lui, a déjà changé. Vijay, je n'aurais pas pu mieux le dire. C'est pour ça que tu es l'un des membres fondateurs de cette chaîne extraordinaire, qui d'ailleurs a vraiment très bien marché. Merci à toi. Et merci aussi à notre public partout dans le monde qui nous a soutenus. Je vais à nouveau vous demander votre soutien. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, et si vous souhaitez recevoir directement dans votre boîte mail des notes de sécurité contenant des informations qui ne sont pas encore publiques, peut-être une semaine, peut-être plus, avant que quiconque ne les connaisse, devenez abonné payant. Allez sur Substack et devenez abonné payant pour accéder à davantage d'analyses exceptionnelles comme celle que mon ami Vijay vient de partager et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Vijay. J'ai hâte de te revoir et profite bien de ton séjour en Angleterre. Tu m'as dit juste avant qu'on prenne l'antenne que c'est un peu comme une maison pour toi. Alors peut-être une petite pause bienvenue après tous ces voyages.
Oui, au moins 24 heures de répit, mais je prends quand même. Merci beaucoup, Zulfikar. À la semaine prochaine. Merci Vijay, merci beaucoup. Au revoir. Thank you so much.